Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler du continent africain. Pour une fois, il s'agira d'appliquer une approche globale. Et concernant tout un continent, c'est évidemment une absurdité méthodologique. Alors pourquoi une approche globale ? Eh bien parce que pour la première fois, il y a une tentative de réponse commune à des problèmes communs, transnationaux. Et cette réponse, elle vient des États africains eux-mêmes et non pas des bailleurs de fonds. Mon approche d'aujourd'hui sera donc générale, donc simplificatrice pour l'esprit de nuance, mais on peut toujours essayer. D'abord, le lieu. Près du tiers de ce continent est formé de déserts, celui du Kalahari au sud, celui du Sahara au nord, et c'est là le plus grand désert au monde. Ensuite, on a une grande zone de forêt intertropicale et équatoriale, englobant l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs, avec une lourde saison des pluies, de l'agriculture, des forêts de bois précieux. Enfin, on a des zones de climat et de végétation dites méditerranéens que l'on trouve au nord, mais aussi en Afrique australe. Ce qui, vous le voyez, au total donne 4 grandes bandes climatiques divisant ce continent. Alors là, comme ailleurs, il ne faut pas tomber dans le déterminisme géographique. Mais tout de même, désert et pluie de mousson exercent de grandes contraintes. Sur ce fond de géographie, posons maintenant les frontières politiques actuelles. Il y a 52 États en Afrique. Selon le classement des Nations Unies, fondé sur le revenu moyen disponible par habitant, il y a 49 pays moins avancés dans le monde, et bien 34 sur ces 49 sont sur le continent africain. Dans le commerce mondial, le poids de l'Afrique est de 1,4% en 2000, il était de 2,4% en 1970. Le taux de croissance de l'ensemble du continent est de 3,7% en 2000, il était de 4,6% dans les années 60. L'aide publique au développement, elle est faible, elle représente 0,34% du produit intérieur brut de la France, pour les États-Unis 0,12%, et seuls les pays scandinaves, il faut le savoir, sont au-dessus de 0,70% de leur produit intérieur brut. Le continent africain capte 3% des investissements directs étrangers. Et la Chine, 22%. Même l'épargne africaine ne reste pas en Afrique. Elle subit un quasi-exode vers les pays riches ou les paradis fiscaux. Donc, elle ne s'investit pas sur le continent africain. Il y a 800 millions d'Africains en 2004, ils seront 2 milliards dans près de 50 ans, et près de la moitié d'entre eux vivent aujourd'hui avec moins d'1 euro par jour. Et leur espérance de vie moyenne est de 49 ans en 1998, alors qu'elle était de 50 ans en 1982. Je vous rappelle qu'en Allemagne et en France, cette espérance de vie est de plus de 78 ans. Alors bien sûr, tous ces chiffres demandent à être affinés, mais globalement, la tendance est là. Certains Africains sont de plus en plus riches, une infime minorité, mais dans l'ensemble, les Africains sont pauvres, de plus en plus pauvres. Or, ce continent regorge de ressources. En voici quelques-unes sur la carte du continent. Voici les zones pétrolières, et on découvre régulièrement du pétrole. Voici les régions de gaz naturel, les mines d'uranium, le charbon, le fer, le zinc, le cuivre, le phosphate, les mines d'or. On le voit, le continent est riche en matières premières, il forme potentiellement un marché intérieur attractif, et pourtant, il ne cesse pas d'être placé ou de se placer lui-même dans un contexte de paupérisation régulière, d'exclusion du mouvement de mondialisation. Alors bien sûr, mon constat est trop rapide, mais c'est tout de même dans un tel contexte que quelques chefs d'État africains réagissent en 2001. Obasanjo du Nigeria, Mbeki de l'Afrique du Sud, Wade du Sénégal, Bouteflika de l'Algérie. Il propose une vision des cadres de travail avec au moins 3 originalités. Le plan s'appelle NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et il est proprement africain.
Il n'est pas inspiré par la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, le FMI. Il adopte des principes de comportement démocratique, des règles pour la gestion publique et privée, et il est global, c'est-à-dire qu'il dépasse le cadre des États pour offrir des projets transnationaux précis. Alors par où commencer ? Manger, se soigner, se déplacer, être à l'abri de la pluie, gagner un peu d'argent et ainsi peut-être se respecter soi-même, car au fond, quand tout est urgent, par où commencer ? Bien, prenons quelques exemples concrets liés à l'énergie et aux infrastructures. Internet, par exemple, c'est très bien, mais encore faut-il avoir l'électricité. Et en Afrique, le taux d'électrification est l'un des moins importants au monde. Donc il faut accroître les réseaux et les mettre en synergie. Le plan prévoit, par exemple, un réseau électrique allant du Caire à Kinshasa, soit 5300 km, en passant par Khartoum et Kisangani, pour un coût estimé de 6 milliards de dollars. Le plan prévoit aussi de construire un gazoduc, partant du gaz naturel bon marché de la Libye vers la Tunisie. Un autre partant du gaz algérien pour aller à Port Harcourt, Lagos, Abidjan, Monrovia, Bissau, Dakar, Nouakchott. Le plan voudrait prolonger et achever la route transcôtière entre Tripoli et Lagos, donc nord-sud, et la route transsahélienne de Dakar vers N'Djamena, donc ouest-est. Le plan devrait achever le chemin de fer de l'Ouest africain, allant de Ouagadougou à Dakar, puis le long de la côte jusqu'à Lagos. Une étude devrait même être conduite pour un train allant de N'Djamena au Cap. Maintenant les ports. En Afrique, la quasi-totalité du commerce se fait par voie de mer. Or, le continent est sous-équipé en infrastructures portuaires et en ports à containers, notamment à Tanger, Conakry, San Pedro, Mombasa. Voilà, vous voyez en résumé, l'énergie est là, il faut l'extraire, la transporter ou rationaliser les réseaux avec une approche non nationale. Mais justement, peut-on dépasser l'intérêt national, le cadre national ? Les intégrations régionales se sont révélées plutôt peu efficaces. Air Afrique, par exemple, a échoué. Donc, énergie, infrastructure et enfin l'éducation. Le NEPAD veut investir en priorité sur ce secteur, car peut-être là, l'exemple a été utile. Des pays sans ressources comme le Japon, Taïwan, Singapour, Corée du Sud ont réussi leur développement en investissant massivement sur l'éducation et la formation. Or là aussi, les problèmes sont nombreux. Les jeunes garçons sont souvent main-d'œuvre gratuite pour les pères et il y a souvent peu d'intérêt pour assurer une éducation aux jeunes filles. Or, l'école peut se déplacer vers les enfants et pas forcément l'inverse. Alors, est-ce là un plan pour passer du désespoir à l'espoir ? Oui. Est-ce réaliste ? Est-ce suffisant ? Bien sûr que non. Car qui va investir ? Pour investir, il faut des situations stables politiquement pour être rentable économiquement. J'aurais pu vous montrer une carte des zones de guerre sur le continent africain. Les guerres, elles n'attirent pas les investissements, elles attirent les trafics. En revanche, les cartes de la corruption n'existent pas. Or, la corruption aussi est une gêne à l'investissement. Et dans ce projet NEPAD, il y a un volet éthique qui est très intéressant. Des principes de comportement portant sur la transparence, des appels d'offres, des marchés, de la gestion, des comptes, la gouvernance, la bonne gouvernance publique, en adoptant des principes de contrôle réguliers par ses pairs, et puis aussi l'alternance